On va dire ce soir sur l'actualité politique, on en vient à ce malheureux phénomène des congés anticipés dans le milieu scolaire. Il s'agit d'élèves qui souhaitent arrêter l'école avant l'heure indiquée pour les congés de Noël, sauf que cette fois, les violences scolaires ont pris une tournure dramatique. Hélas, le pire est arrivé. 3 morts, 89 interpellés, 56 déférés, une école incendiée dans l'ouest du pays. Tel est le bilan de cette folie des élèves perturbateurs. Bilan annoncé par la ministre de l'Éducation nationale. Selon Kandia Camara, tous les responsables de ces violences seront désormais radiés des écoles du pays. Le reportage de Médan Détier et Armel Zozo. Encore une fois, la communauté éducative est en deuil par la faute de d'autres membres de la communauté éducative, des élèves ou des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'école. Un de nos enfants vient de perdre la vie. Un premier à Niama, éventré par un élève. C'était un élève de la classe de 3e. Un deuxième, il y a quelques jours de cela, à Daloa, égorgé par un autre élève. Et ce matin, c'est une fille de la classe de seconde qui vient d'être assassinée. Nous en parlons ce soir avec Madame Loumart, elle est la secrétaire générale de l'association des mamans indignées de Côte d'Ivoire. Madame Loumart, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci bien, monsieur. La ministre Kandia Camara a clairement identifié la responsabilité des parents dans ce phénomène de congés anticipés. C'est vrai, quelque part les parents ont failli à leur devoir. Parce qu'en tant que parent, tu as ton enfant qui est à l'école. Tu dois connaître même son emploi du temps. Lorsque l'enfant n'est pas en classe, tout de suite tu peux contacter même la direction pour savoir au moins de quoi il s'agit. Mais un enfant qui va à l'école, les devoirs, tu ne vérifies même pas ses cahiers. L'enfant se lève le matin et te dit il va à l'école. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Il rentre le soir. Mais là, vraiment, je peux dire que nous, parents, nous avons vraiment failli à nos devoirs. Antoine Saleh-Tiemoko, il faut clairement une prise de conscience des élèves eux-mêmes. Oui, tout à fait. Car il s'agit de leur avenir. Vous savez, le peuple, c'est celui sur qui s'exerce le pouvoir. De par cette définition, on peut dire que le chef de l'État, les ministres, tous ceux qui incarnent l'exécutif, ne font pas partie du peuple. Ils sont là pour indiquer le tempo, ils sont là pour indiquer la voie, qui permettent à la société de se construire avec des valeurs. Quand une société a ces valeurs qui s'effondrent, la société elle-même, son existence est mise en cause. Ce phénomène dure depuis combien de temps? Depuis maintenant presque 15 ans que ce phénomène dure. Chaque année, aux mêmes périodes, les enfants se mettent en congé. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour comprendre le phénomène, pour identifier ceux qui sont les vrais meneurs? Parce que je suis maintenant maire d'une commune de près de 33 000 habitants. Et depuis 3 mois, on a pris le soin d'essayer d'enquêter, de comprendre qui sont ceux qui sont les meneurs, d'où ils viennent, est-ce que ce sont forcément des élèves qui perturbent, pour comprendre quand le moment arrive, qui agit à ce niveau-là. Nous avons fait des affiches, des prospectus que nous avons distribués dans les écoles. Le préfet, le sous-préfet, tous les maires ont sillonné toutes les classes pour sensibiliser les enfants, pour leur faire comprendre que c'est leur avenir qui est en jeu et qu'il faille qu'ils suivent les coups jusqu'au terme des congés. Et quel a été le résultat? Le mardi 10, alors que nous avons fait tout ce boulot, les enfants se sont mis en congé, narguant à la limite les autorités que nous sommes sur le territoire communal. Mais cela ne pouvait pas continuer, puisqu'il faut que force reste à la loi. Ce sont les autorités qui doivent imprimer l'ordre. Nous avons décidé que les coups vont se faire jusqu'au fin. Il faut donc durcir le temps. Saisir tous ceux qui ont trempé dans ces mouvements-là pour qu'on les extirpe du système et que ceux qui veulent aller à l'école soient protégés par les forces de l'ordre. Nous avons mis ça en place. Des élèves perturbateurs ont été arrêtés. On a découvert même que ce ne sont même pas des élèves, c'est des mécaniciens, c'est des chauffeurs de taxi qui viennent... Des jeunes déscolarisés. Déscolarisés qui viennent perturber les écoles. Donc, la loi va s'appliquer. Ils ont été déférés, ils ont été conduits en prison, ils vont être jugés. Pour que ça serve d'exemple à tous ceux qui vont venir. C'est cela, donnez l'exemple. Donc l'État doit jouer son rôle. C'est cela. Madame Loumart, vous êtes donc d'accord, évidemment, avec cette mesure annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, qui a annoncé que tous les jeunes qui se sont rendus coupables, justement, de ces mouvements de violence qui ont perpétré, qui ont orchestré des morts, seront radiés, tout simplement, pour ceux qui sont élèves, parce qu'il y en a quand même qui ne sont pas des élèves, seront radiés du système éducatif. Oui, tout à fait d'accord. C'est une bonne mesure. C'est une très bonne mesure, parce que
ce phénomène a duré longtemps. Tout à l'heure, je vous disais que les parents, nous avons failli à nos devoirs. Parce que j'ai mon enfant qui est à l'école. Quel que soit l'endroit où je l'ai inscrit, mais je dois être en contact avec son professeur principal ou bien la direction. Si l'enfant a cours à 8 heures, s'il est en classe, je dois le savoir. Mais pour nous, une fois l'enfant à l'école, bon, nous vaguons nos occupations et puis bon, le reste, sont les enseignants. Mais aujourd'hui, il faut que nos parents, mamans de Côte d'Ivoire, qu'on prenne la résolution de suivre nos enfants jusqu'à la fin de l'année. Je pense que beaucoup de choses vont se... C'est pour cela que vous militez au sein de l'association des mamans indignées de Côte d'Ivoire. Oui, c'est essentiellement cela, vos missions, vos attributions. Oui. Aujourd'hui, les mamans indignées, nous avons décidé de suivre nos enfants, de les suivre dans les écoles. Ce qui se passe, tu as un enfant, l'enfant peut avoir deux visages. À la maison, c'est l'enfant le plus poli, mais quand il se retrouve à l'école, alors là, il a une autre facette de la vie. Mais quand tu le suis jusqu'à l'école, tu n'es pas surprise. C'est ce que nous allons amener nos sœurs à comprendre, à se lever, parce que l'heure est grave. Tu mets un enfant au monde, c'est pour que demain, il prenne la relève. Vois ton enfant assassiné, 9 mois d'une grossesse. Vraiment, nous avons mal, très mal. La jeunesse, c'est l'avenir du pays, Oui. Antoine Assalé Timoko. La jeunesse, c'est l'avenir du pays, mais il ne faut pas balancer ça, comme un slogan sans contenu, sans politique qui accompagne cela. Les parents ont leur rôle à jouer dans cette affaire. Effectivement, il y a une responsabilité qui leur incombe. L'éducation aussi se fait à la maison. Mais comme je l'ai dit, ouais, un grand penseur a dit que ce n'est pas toujours qu'on a besoin de bombes pour détruire un pays. Pour détruire un pays, les mesures les plus certaines, c'est d'abaisser le niveau de l'éducation et de permettre aux jeunes de tricher. Quand vous arrivez à faire ça, vous êtes sûr que ce pays-là va se détruire. Regardez le niveau de l'école ivoirienne. Regardez nos enfants qui avancent chaque année, qui ont le BPC, qui ont le bac. Mais quand vous les interrogez face à face, ils ont un niveau de langage, de culture qui est égal pratiquement à ceux de CE1. Tout le monde le sait. Mais que fait l'État lui-même? Quelles sont les valeurs que l'État promeut? Quelles sont les valeurs que nos dirigeants promeuvent? Pour que les enfants prennent ça en exemple. Nous sommes dans une société dans laquelle les valeurs se sont effondrées. À la faveur de la crise qu'on a connue depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, des faux modèles ont émergé, ont été célébrés à la télévision. Aujourd'hui, c'est eux qui ont pignon sur rue. Tous nos enfants s'incarnent à ces gens-là, alors qu'ils n'incarnent aucune valeur. Donc il faut que l'État revienne aux valeurs. Quand l'enfant rentre dans l'enceinte de l'école, il doit être encadré par l'État. Il doit être encadré par les enseignants qui eux-mêmes, parfois, ont des niveaux d'études tellement bas. Pourtant, ils ont les diplômes. Mais quand du coup, les enseignants eux-mêmes, ils sont une vraie menace. Certainement pour les élèves. Donc il faut que toutes ces questions soient traitées de façon globale, que l'État prenne ses responsabilités et qu'on dise ça suffit comme ça. Les enfants doivent être éduqués et la loi doit accompagner cette mesure-là. Sinon, depuis 15 ans, à chaque année, on prend aucune mesure, les enfants vont... Là, c'est parce qu'il y a des morts. Mais il n'y a eu que 3 morts. Dans 2 ans, si il n'y a pas de mesures qui sont prises, ça va être 5 morts, 10 morts. Et puis on va banaliser. Et ils vont penser que c'est un droit qu'à 10 jours, à 15 jours de congé, ils doivent partir. Et l'État regarde. L'État doit jouer son rôle pour que la loi encadre tous les comportements. La vraie liberté, c'est celle qu'on exprime dans le cadre de la loi. Si les enfants estiment que c'est leur droit de perturber les cours, l'État doit leur montrer que la loi interdit ces perturbations. Mais justement, l'État a décidé de les radier. Oui, mais après combien d'années de destruction de l'image de l'État? Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un drame pour qu'on radie. Pour qu'on vienne en pompier pour réagir. Un élève qui a un mauvais comportement dans une école, les proviseurs, les censeurs, les éducateurs qui sont là, ils identifient déjà le mauvais grain. Le mauvais grain, il ne faut pas attendre qu'il cause un drame avant de le radier. Ils ne doivent pas attendre que le ministre... Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ne sont pas tous des élèves, hein, ces jeunes. Oui, mais quand ils ne sont pas tous des élèves, je pense que même s'ils ne sont pas tous des élèves, un proviseur, une école, et quand il parle de l'État, doit prendre les précautions. Une école, ce n'est pas un moulin où chacun rentre et en reçoit comme il veut. Est-ce que finalement la solution ne serait pas de renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires dès qu'on rentre dans ce mois de décembre? On ne va pas créer une police spéciale pour les écoles. Parce qu'on est 24 millions d'habitants, je crois que les élèves, ils ne font pas plus d'1 million ou plus de 3 millions. On ne va pas créer une police spéciale pour les écoles. Il faut d'abord commencer par la responsabilité des parents. Mais ceux-mêmes qui sont les encadreurs dans les écoles, il faut qu'ils jouent leur rôle. Un mauvais grain, ça se voit. Le professeur, déjà, quand il identifie un mauvais grain dans la classe, il doit pouvoir remonter cela au professeur principal. L'éducateur, le censeur, le proviseur doit être informé. Et s'il y a lieu de prendre des mesures, il faut prendre des mesures. N'attendons pas qu'il y ait un drame et que le ministre monte au créneau pour pouvoir radier quelqu'un. L'école doit faire son autorégulation.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait inculquer à tous les encadreurs du milieu scolaire, les écoles privées, comment ils fonctionnent. Et pourquoi ça ne prospère pas dans les écoles privées? Parce qu'il y a une sorte de rigidité, de rigueur dans ces écoles. On vous dit, vous vous coiffez pour arriver, vous n'êtes pas coiffé, vous ne rentrez pas dans l'école. On vous dit, vous n'avez pas le droit de venir en tapette, mais allons-y dans les écoles publiques. Vous dites, vous verrez l'éducateur en train de trinquer avec un élève ou une élève quelque part, mais c'est tout ça. La déliquescence de la société, c'est aussi les encadreurs. Les premiers responsables doivent être de vrais responsables. Et quand vous avez des enseignants qui ont des diplômes, mais qui ne reflètent pas leur niveau même dans l'école, vous voyez tout ce que cela donne. On n'est pas en train de jeter la pierre à tout le monde, mais il y a des brebis galeuses. Je suis persuadé qu'il y a des enseignants qui poussent les élèves. Allez-y, faites-le parce qu'il est pressé, il est quelque part dans une ville, il est pressé de rejoindre sa famille ailleurs. Allez-y perturber pour qu'on y aille. Vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup de responsabilités à situer. C'est pourquoi je tiens à dire qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre uniquement aux parents. Parce qu'un parent qui a un enfant qui fréquente à 400 km de là où il est, il pense avoir bien éduqué son enfant, mais quand il se retrouve dans un autre milieu, parfois le milieu, ça change nos enfants. Et les enfants, il y en a beaucoup qui ont deux visages. Un visage à la maison, comme maman l'a dit, et un visage ailleurs. Très bien. Donc il ne faut pas jeter la pierre forcément aux parents. Merci infiniment. On comprendra que la responsabilité de l'ensemble de la société est engagée dans ce phénomène. Merci infiniment à vous, Madame Loumart. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de l'association des mamans indignées de Côte d'Ivoire. Avec vous, on a abordé la question des congés anticipés suscités par les élèves. Et cette année, malheureusement, il y a eu un drame, il y a eu 3 morts et plusieurs autres dégâts. Merci beaucoup. Autre sujet dans ce NCI 360, Abidjan accueille bientôt son 4e pont au-dessus de la lagune entre Atekoubé et Yopougon. Problème, la construction, la réalisation de cette infrastructure nécessite le déguerpissement des populations installées notamment à Boribana du côté d'Atekoubé. Et justement, je vous propose d'écouter M. Issa Ouattara, il est le coordonnateur du PTUA, le projet de transport urbain, qui revient sur le barème donc d'indemnisation à la faveur de ce projet. Il se trouve que Yopougon est desservi par une seule voie express, c'est l'autoroute du Nord. Et cette autoroute du Nord est malheureusement en 2 fois 3 voies. Et cette autoroute du Nord est congestionnée aux environs de 4 heures 15 heures d'après-midi jusqu'à parfois 20 heures. Et quand il y a un accident sur ce tronçon, personne ne passe. Et le trafic sur cette voie est estimé à plus de 100 000 véhicules jour, ce qui aujourd'hui dépasse la capacité de transit. Et donc l'État a vu en urgence qu'il fallait construire, offrir à cette commune-là une solution alternative. Tous ceux qui sont installés de façon légale ou illégale sont éligibles à une indemnisation. Et ces personnes ont été identifiées, une évaluation a été faite de leurs biens et de leurs biens et de leur situation actuelle. Donc sur les 13 000 aujourd'hui, les 13 174 dont j'ai parlé, il y a plus de 11 000 qui ont signé pour dire qu'ils sont d'accord pour libérer la zone. En signant, on s'est mis d'accord sur les montants à leur payer. Donc sur cette base-là, l'État de Côte d'Ivoire nous a mis des ressources à disposition. Mais je voudrais simplement préciser que le rapport sur lequel nous nous fondons a été validé par un comité interministériel. Donc nous, on ne fait que l'appliquer. Monsieur Sanogo Mamadou, vous êtes le porte-parole des occupants de l'emprise du 4e pont à Boribana. Pour vous, le barème d'indemnisation n'a pas été respecté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali Grassoba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, je vous remercie pour cette occasion que vous m'offrez. C'est cela, ce que vous venez de dire. Effectivement, le barème n'est pas respecté. Parce que bien avant le barème, nous avons été évalués par un expert mandaté par l'État de Côte d'Ivoire qui est venu et qui a évalué les bâtis. Ici, pour notre cas par espèce, par Boribana, il est dit que nous sommes considérés comme des squatters, que nous sommes sur une réserve de l'État de Côte d'Ivoire, chose que nous ne croyons pas d'ailleurs.
parce que nous avons acquis nos sites avec les ébriers. Et nous avons des conventions de cession. Vous avez des documents qui attestent. Nous avons des conventions de cession établies par les ébriers, par les propriétaires terriens. Donc on nous dit que la terre ne nous appartient pas. En ce qui concerne le développement en Côte d'Ivoire, nous ferons des concessions jusqu'au jour Dieu mettra fin à notre vie sur cette terre, ici-bas. Pour l'État de Côte d'Ivoire, nous allons toujours faire des concessions. Et nous allons faire concessions à ce niveau. Mais les bâtis sont les réalisations de nos parents. Et en termes de bâtis, il est dit que l'évaluation, le mode opératoire de calcul est standard. Qu'est-ce que vous réclamez en fait? Nous réclamons l'évaluation, c'est-à-dire le résultat de l'expertise de nos bâtis. Il est dit que c'est confidentiel, qu'on ne peut pas nous les remettre, que c'est secret. Et l'évaluation de nos bâtis respectifs se retrouve chez le maître d'ouvrage, le ministère du tutelle, le ministère de l'équipement, qui ont refusé de nous communiquer le résultat de nos bâtis, le résultat de l'expertise de nos bâtis, en disant que c'est confidentiel, qu'il y a le côté sécuritaire qui s'impose à eux, s'impose à tout le monde, on ne peut pas communiquer le montant, divulguer les montants, il peut y avoir. On a dit dans ce cas, il faut sous plus fermer, comme ça, le monsieur Y prendra connaissance des résultats de son bâti, et là, s'il y a quelque chose, c'est lui qui sera le responsable de ce qui va dire. Nous aurons le temps de recevoir sur ce plateau le ministère de l'équipement routier pour donner sa version de ce que vous dites là. Mais ce qu'il nous revient, c'est que vous avez signé justement ce barème qui a été appliqué, que vous dénoncez aujourd'hui. Comment ça se fait? Effectivement, il a dit que j'ai signé, mais j'ai signé, il y a un amalgame, il y a eu c'est-à-dire une machination contre ma personne. Je le dis haut et fort, il y a une machination contre ma personne, parce que je dénonce les choses. J'ai l'habitude de dénoncer, même quand c'est Y, même quand c'est X. Je n'aime pas le mensonge. Moi-même, je ne suis pas m'appeler un saint, mais j'opte pour la sainteté. Donc, je dénonce les mensonges. C'est écœurant que des pauvres gens qui y vivent à Boribana, on les gruge et on les effraie, on leur demande des résultats de l'expertise, sachant que c'est des pauvres gens qui ne peuvent pas apporter un contre-expertise parce que c'est cher. Quand on veut vraiment allouer, on veut aller vers un avocat, c'est un luxe. Sachant que ces pauvres gens ne peuvent pas s'établir un résultat et une contre-expertise, on les oblige à envoyer, on les impose les montants. Les montants sont communiqués dans la cellule d'exécution, où les gens sont autour, presque tous les ministères sont représentés. Mais il y a un système contre les pauvres gens, c'est un système contre ces lieux-là, ces lieux qu'on appelle les quartiers précaires, les taudis, les ghettos. C'est-à-dire les autres ailleurs ont leur propre indemnisation et nous autres, nous sommes indemnisés comme ils l'entendent. Et c'est ce que nous dénonçons au jour le jour. Mon image a été publiée dans le monde entier par Mme Lise Salimata Tchebala Koulibaly, qui publie mon image sur le net en disant que M. Sanogo dit qu'il n'a pas été indemnisé. Et voilà lui en train d'encaisser, je ne sais quoi. Vous avez reçu personnellement une indemnisation ou pas du tout? Voilà. J'ai été recensé en tant qu'hébergé gratuit. Le PTUA a donné des classifications. Il y a le propriétaire résident, le propriétaire non résident, l'hébergé gratuit, l'activité commerciale et le locataire. Et en tant qu'hébergé gratuit, en tant qu'hébergé gratuit, moi j'ai été enregistré en tant qu'hébergé gratuit. En ce moment, j'étais en formation au Maroc, formation des imams. Donc, mon jeune frère, du coup, revient, je suis l'aîné de la famille, du coup, revient comme propriétaire. Celui qui me suit comme garçon revient d'office comme propriétaire. Il a reçu l'indemnisation? Il n'a pas, en son nom, j'ai une procuration pour encaisser, pour négocier. Vous l'avez encaissé? Nous ne l'avons pas encore encaissé. Nous avons refusé puisque les montants qui nous ont été proposés sont dérisoires. Nous avons demandé à ce qu'on nous communique le résultat de l'expertise. Ils disent non. Nous avons bataillé. Au jour d'aujourd'hui, nous avons posé une plainte à la BAD et la BAD a enregistré nos plaintes. Et au cours d'une séance de vérification entre l'environnementaliste, le PTUA et nous,
une mission tripartite au cours de laquelle l'environnementaliste a demandé à épuiser les préoccupations et il nous a demandé concernant d'où viennent les 600 000. Puisque nous, on a demandé à ce qu'on nous indemnise nos différentes pièces à 600 000 francs. Puisqu'on refuse de nous communiquer le résultat de l'expertise. Donc du coup, on a souhaité à ce que le PTUA nous indemnise 600 000 francs par pièce. Et c'est ce que nous avons écrit et envoyé à la BAD comme plainte, comme doléance, pour que la BAD intercède auprès du PTUA. Parce que sachant que 600 000 francs ne vaut rien, mais nous avons cru que c'est le moindre mal, raison pour laquelle nous avons exigé les 600 000 francs. Et du coup, l'environnementaliste, en étant pour épuiser les préoccupations, nous a posé la question. Nous lui avons dit, voici les pourquoi les 600 000 francs se retrouvent dans nos plaintes. Et il a demandé à ce que le PTUA nous remet, qu'ils ont le barème. C'est pas comme ça fonctionne. Très bien. Écrivons au PTUA, le PTUA va nous remettre les barèmes. On y reviendra sur un autre plateau du 360. On aura également l'occasion d'entendre la version des responsables du PTUA. C'est vrai que nous avons entendu ce soir M. Issa Ouattara, qui en est le coordonnateur. Nous aurons beaucoup de plaisir à recevoir également sur ce plateau quelqu'un du ministère de l'équipement routier, justement, pour aller en profondeur un peu plus sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, M. Issa Ouattara. Monsieur Sanogo Mamadou, je rappelle que vous êtes le porte-parole des occupants de l'emprise du 4e pont de Boribana. Merci à vous. Merci. Antoine Assaletier-Moko, Félix Boni, merci d'être venu décrypter l'actualité avec nous dans ce NCI 360, voilà, qui marque donc la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi, merci à la réalisation. À très bientôt pour un autre numéro de NCI 360 sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne.